France Inter. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'assassinat de JFK, deuxième épisode. Une semaine après le drame du 22 novembre 1963, le nouveau président Lyndon Johnson nomme une commission pour enquêter sur les circonstances du meurtre. Pendant 10 mois, cette commission, qui porte le nom de son président, Warren, une instance aux pouvoirs exceptionnels, mène la plus grande enquête de l'histoire des États-Unis. Des centaines et des centaines de témoins sont entendus pour tenter de restituer le fil des événements survenus à Dallas entre le 22 et le 24 novembre 1963. L'urgence, c'est d'établir une vérité, et pas n'importe laquelle, celle qui fera taire toutes les rumeurs de complot. Entre les mailles du temps et du plausible, la commission conclut à la thèse du tireur isolé Lee Harvey Oswald, lui-même abattu par un autre électron libre, Jack Ruby. Sauf que cette vérité officielle, tout le monde ne s'en contente pas. Et c'est bien là tout le paradoxe de cette commission Warren qui fait toute la lumière sur l'assassinat du président Kennedy, mais qui plonge à jamais le monde occidental dans le grand bain du complotisme. Notre invité aujourd'hui est Gorian Delpature, journaliste à la RTBF, grand connaisseur de l'affaire Kennedy. Il a consacré une enquête très minutieuse sur le sujet dans le documentaire intitulé « Kennedy, pourquoi toujours un mystère ?», diffusé en 2009. Il nous attend dans les studios de la RTBF à Bruxelles. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Bastien Jans, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Frédéric Milano. Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter. Dimanche 24 novembre 1963. Des centaines de milliers de citoyens américains font la queue devant le Capitole, à Washington. Tous attendent de se recueillir devant le cercueil de bronze de John Kennedy. Ces funérailles ont été soigneusement orchestrées par son épouse, Jackie, qui respecte à la lettre le cérémonial imaginé pour l'enterrement d'Abraham Lincoln, lui aussi assassiné un siècle plus tôt. Le lundi 25 novembre, le monde entier est à Washington pour participer au rituel funéraire et accompagner JFK dans son dernier voyage. Son nom et son image deviennent icônes, martyrs de la paix et de la justice. Au Capitole, devant le cercueil de bronze qui renferme le corps du président assassiné, la première à s'agenouiller, ce sera Jacqueline Kennedy et sa fille de 6 ans, Caroline. Et les mots manquent devant cette scène d'une émotion poignante. À cette même heure, dans le monde entier, tous les hommes de bonne volonté auront eu une pensée pour cet homme épris de justice et d'humanité qui porta à certaines minutes le destin du monde. Avec ses 2 enfants, Jacqueline Kennedy va maintenant assister au départ du cortège vers le cimetière d'Arlington. Et c'est l'inoubliable geste d'un petit garçon orphelin d'hier et qui salue. Toute l'innocence et la beauté d'un petit orphelin saluant le monde ne sauraient apaiser les esprits. Les événements de ces derniers jours et le déchaînement de violence à Dallas ont ouvert une ère incertaine. Alors, qui ? Comment ? Pourquoi ? Ce n'est pas l'assassinat en direct de l'assassin désigné du président, Lee Harvey Oswald, par Jack Ruby, qui peut faire taire les questionnements légitimes. Le général de Gaulle lui-même, revenant de Washington, ne s'y trompe pas. Dans une confession à son ami Alain Perfit, il se fait le premier apôtre d'une pensée qu'on qualifierait aujourd'hui de complotiste. Ça a l'air d'une histoire de cow-boy, mais ce n'est qu'une histoire d'OAS. La police est de mèche avec les ultras. Ils se sont saisis de ce communiste qui n'en était pas un tout en l'étant. C'est un minus habens et un exalté. C'était l'homme qu'il leur fallait. Un merveilleux accusé. Ils le gardaient en réserve. On ne pouvait pas le descendre sans autre forme de procès. Mais un procès, vous vous rendez compte, c'est épouvantable. Des gens auraient parlé, on aurait remué des choses, on aurait tout déballé. Alors la police est allée chercher cet indicateur qui n'avait rien à lui refuser et qu'elle tenait parfaitement en main. Et ce type s'est dévoué pour tuer le faux assassin sous prétexte qu'il fallait défendre la mémoire de Kennedy. C'est de la rigolade.
Toutes les polices du monde se ressemblent quand elles font de basses besognes. On ne saura jamais la vérité car elle est trop terrible, trop explosive. C'est un secret d'État. Ils feront tout pour la cacher. C'est un devoir d'État. Sinon, il n'y aurait plus d'États-Unis. Et dirigé par un homme au-dessus de tout soupçon, Earl Warren, le président de la Cour suprême, le plus haut magistrat du pays. Il sera entouré de 6 sages, des personnalités représentant les deux bords politiques, démocrates donc, comme républicains, dont le futur président Gerald Ford, ainsi que l'ancien patron de la CIA, Allen Dulles. Nomination qui fait lever quelques sourcils, et de fait, le tout-puissant Dulles fut sommairement limogé par JFK 1 an et demi plus tôt, à la suite du scandale de la baie des cochons. Le 29 novembre 1963, une semaine après l'assassinat, Lyndon Johnson rédige ainsi l'Executive Order numéro 11130, qui dit ceci. En accord avec l'autorité qui m'est conférée en tant que président des États-Unis d'Amérique, je nomme par la présente une commission chargée d'établir, d'évaluer et de rapporter les faits relatifs à l'assassinat du défunt président John Fitzgerald Kennedy et à la mort violente subséquente de l'homme accusé de l'assassinat. Les objectifs de la commission sont d'examiner les preuves développées par le Federal Bureau of Investigation et toute autre preuve qui pourrait être découverte par les autorités fédérales ou étatiques, de mener toute enquête supplémentaire que la commission jugerait souhaitable, d'évaluer tous les faits et circonstances entourant l'assassinat, y compris la mort violente ultérieure de l'homme accusé de l'assassinat, et de me faire part de ses constatations et de ses conclusions. Pendant 10 mois, les 7 juges vont avancer dans un relatif secret, accompagnés par une trentaine d'avocats et d'assistants, soutenus par des centaines de petites mains et surtout épaulés par tous les services fédéraux, et précisément par le FBI qui se mêle de tout et transmet ses propres conclusions dès le début de l'enquête. Le moindre Pékin qui se trouvait non loin de la Dealey Plaza, le 22 novembre 1963, est débusqué, interrogé. Tous les individus qui ont approché de près ou de loin Lee Harvey Oswald au cours de sa courte existence sont aussi appelés à témoigner. La principale mission de la commission est d'établir le mobile du tueur. Et pour cela, il faut percer les vérités de l'assassin, un homme pour le moins complexe. Oswald n'a vécu que 24 ans, mais elle a eu 1000 vies. Alors où et quand commence son parcours de régicide ? Lee fit des dessins de personnages qu'on jugea médiocres. Le psychologue le classa dans la catégorie supérieure des intelligences moyennes. L'assistante sociale écrivit « Le sujet précise qu'il sent comme un voile entre lui et les autres, un voile qui l'empêche de les atteindre. Cependant, il préfère que le voile reste là, afin de se garder intact. » L'instituteur signala qu'il lançait des avions en papier en classe. Lee prit le métro jusqu'à Inwood, puis jusqu'au Sheep Sheet Bay. Il vit des Chinois, des mendiants, des hommes qui parlaient à Dieu, des hommes qui vivaient dans des wagons, jour et nuit, couverts de bleu, les cheveux en broussailles, voués à la longue patience. Un jour, il sortit du compartiment. Il reste là entre 2 voitures, s'agrippant à d'énormes chaînes. Il sentait le frottement des roues dans ses dents. Il aimait cette impression d'être à la limite de quelque chose. La vision des rails était également une forme de pouvoir. C'était quelque chose de secret et de puissant. Ces lignes révélaient des choses secrètes. Le bruit était accordé à une fureur qui se trouvait quelque part dans le cerveau, un déferlement de fureur et de douleur, extrêmement satisfaisant. Jamais plus dans sa courte vie, jamais plus dans ce monde, il ne parviendrait à éprouver cette puissance intérieure montant comme un cri, cette force secrète de l'âme qu'il allait chercher dans les tunnels creusés sous New York. Dans son magistral roman libre, dont nous venons d'entendre un extrait, l'écrivain Don DeLillo inscrit dès l'enfance malheureuse du jeune Lee les racines de son parcours d'assassin. Lee Harvey Oswald, qui naît en 1939 à la Nouvelle-Orléans et grandit sans père à New York, a-t-il toujours été ce type errant dans l'ombre, ce loser qui se cache, se faufile et nourrit sa haine contre la société américaine, rêvant en secret de son coup d'éclat, de ce geste faramineux qui déchirera l'Amérique en deux. De fait, tout dans sa trajectoire transpire la frustration d'un homme au bouffé mégalomaniaque. Pour faire comme son grand frère, le jeune homme s'engage comme Marines à 17 ans. Il est envoyé sur la base militaire d'Atsugi, au Japon. Un chemin de croix. Oswald, 1962, il s'aventure 3 ans en URSS, s'établit comme ouvrier à Minsk, se marie à une Biélorusse, Marina,
et monnaie des renseignements sûreté d'obtenir un visa pour l'île Rouge. À l'automne, il est de retour au Texas et se fait embaucher au dépôt de livres scolaires. Nous sommes le 16 octobre 1963. Le 19 novembre, il apprend dans le journal que le cortège présidentiel de Kennedy va passer pile sous la fenêtre de son travail. Le 22, il assassine le président. 2 jours plus tard, il est lui-même abattu par un homme, Jack Ruby, qui semble-t-il, il n'avait jamais croisé avant. Drôle de trajectoire. C'est en tout cas le profil d'électron libre, hors de tout contrôle qu'a établi le FBI dans son enquête et que cherche à confirmer la commission Warren. Et elle trouve un premier soutien de poids dans sa quête. La veuve du suspect principal, Marina Oswald, première personne entendue par la commission. Quelques jours avant son audition, le 27 janvier 1964, Marina Oswald apparaît pour la première fois à la télé américaine. Marina, croyez-vous que votre mari a tué le président Kennedy? Je ne veux pas y croire, mais il y a trop de faits et les faits me disent que Lee a tué Kennedy. Est-ce que Lee vous a jamais dit qu'il allait faire ça? Il ne me l'a jamais dit et cela a été une très mauvaise surprise pour moi. Marina, aimiez-vous Lee Oswald? Oui, je l'aimais et je suis désolée pour lui. Vous quoi? Je suis désolée. Vous êtes désolé pour lui? Oui, parce qu'il est mort très jeune. Depuis leur arrivée au Texas, le couple Lee-Marina bat de l'aile. Ils ne vivent plus vraiment ensemble. Marina est hébergée chez une amie, Ruth Payne, à Fort Worth. Le 22 octobre, 1 mois avant le meurtre, elle accouche d'une 2e petite fille. Lee leur rend visite le week-end et retourne la semaine chez sa logeuse de Dallas pour travailler au dépôt de livres. Et c'est bien de chez cette Ruth Payne que Lee est parti le matin du meurtre. Laissant son alliance et quelques centaines de dollars sur la table de chevet, prenant avec lui un grand paquet recouvert de papier Kraft. Des tringles à rideaux, dira-t-il. L'arme du crime, affirme au contraire Marina Oswald devant la commission en ce matin de février 64. Sous la protection alors du Secret Service, elle se montre coopérative avec ses interrogateurs. Et elle confirme. Voilà des mois qu'il cherchait à assassiner un homme politique. Sa cible était d'abord Nixon, puis ce fut le général Walker, figure montante de l'extrême droite. Et Oswald passa à l'acte le 10 avril 63, mais il manqua son tir. Dans le détail, Marina identifie comme sienne les photos d'Oswald avec le fameux fusil dans le jardin, avant d'authentifier plus de 140 autres pièces à conviction. Elle décrit en long et en large les excès de son mari, sa mégalomanie, sa paranoïa, sa violence. Seule chose qu'elle n'explique pas, pourquoi s'en est-il pris à Kennedy, un homme politique pour qui il a toujours montré du respect? Oui, le mobile, c'est la faille dans le profil du suspect Oswald. Un doute qui ébranle la conscience de Marina jusqu'à sa mort. Difficile en vérité d'y voir clair dans cette trajectoire pleine de paradoxes. Mais ce parcours de transfuge entre blocs de l'Ouest et de l'Est ne peut qu'éveiller des soupçons. Une autre femme, essentielle dans son parcours, ne va pas se faire prier pour les relayer, ces soupçons. Je pense que Lee est un agent. Je l'ai toujours pensé et j'ai autant de preuves indirectes que la police de Dallas en a pour dire que Lee est un meurtrier. Sur quoi vous basez-vous? Je vais vous raconter mon histoire. J'ai tout ce qu'il faut. C'est sur cela que je me base. Pouvez-vous nous résumer? Non, monsieur. Je ne pense pas vouloir vous le dire de cette façon, parce que je ne peux pas... C'est une accusation très grave qu'il soit un agent. Mais ne pouvez-vous pas nous dire sur quoi vous vous basez? Si, monsieur, je le ferai au fur et à mesure, monsieur. Je veux raconter toute l'histoire. Cette femme, c'est Marguerite Oswald, la mère de Lee, qui défend corps et âme l'innocence de son fils, soutenue par son avocat Mark Lane, que nous recroiserons plus tard dans le récit, car elle sera l'un des premiers apôtres de la théorie du complot. Pour Marguerite, pas de doute, Lee est un agent secret manipulé par ses supérieurs, à savoir les pontes de la CIA et du FBI. Leur mobile à eux est tout trouvé. Depuis le fiasco terrible de la baie des Cochons, toute la communauté du renseignement américain, CIA en tête, profondément humiliée, avec Kennedy dans le viseur. Alors Marguerite diffuse ses doutes dans la presse. Et la rumeur enfle.
On parle de preuves existantes, mais dissimulées, attestant que Lee travaillait pour telle ou telle agence. De son côté, le FBI et la CIA semblent faire de la rétention d'informations avec la commission, qui s'en inquiète ouvertement. Le 24 mai 1964, Edgar Hoover vient s'expliquer à la barre. Monsieur Hoover, j'ai lu le rapport du FBI très attentivement, et l'ensemble du rapport implique que, premièrement, Oswald a tiré sur le président, deuxièmement, qu'il n'était lié à aucune conspiration d'aucune sorte. Correct. Et je suis également convaincu qu'il n'y a absolument aucun lien entre Oswald et Jack Ruby. Aucune preuve de ce type n'a jamais été établie. Vous n'avez pas trouvé quelqu'un qui aurait pu suspecter Oswald de faire ça, n'est-ce pas ? Nous n'avons trouvé aucune indication qu'Oswald était un homme accro à la violence. Il n'y avait aucune preuve qu'Oswald avait une inclinaison pour la violence. Pourriez-vous spéculer sur ce qui a motivé cet homme ? Mon hypothèse, Mr. Boggs, est que cet homme était sans aucun doute un communiste convaincu. Certaines personnes, dont la mère de cet homme, affirment qu'Oswald était un agent du gouvernement des États-Unis. Il me semble que sa mère a mentionné la CIA, elle aurait fait ses déclarations publiquement pour de l'argent, apparemment ? Oui, c'est vrai. Je peux dire au nom du FBI que c'est faux. Et j'ai discuté de la question naturellement avec Mr. McCone, le directeur de la CIA. Et je ne doute pas qu'il se présentera lui-même. Mais il n'y a aucune indication que Lee Harvey Oswald ait été employé par la CIA. La tranquillité d'esprit d'Edgar Hoover ne tient qu'à un fil. Car il le sait. Des pages et des pages de dossiers rédigés par des agents du FBI sur Oswald, bien avant le meurtre, ont soigneusement été détruites le lendemain du 22 novembre. Bien sûr que le FBI connaissait Oswald. Il l'avait à l'œil depuis son retour du RSS. Des agents l'avaient même interrogé à 2 reprises. 10 jours seulement avant le meurtre, Lee s'était rendu en personne auprès d'un bureau du FBI. Il aurait demandé alors à ce que les agents fédéraux arrêtent de le suivre et cessent de comploter pour le faire virer de tous ses jobs. Paranoïaque, Lee Harvey Oswald l'était, c'est clair, et le FBI le savait. Mais dangereux au point d'assassiner le président, cela leur avait échappé, comme à tout le monde d'ailleurs. Est-ce pour ça qu'ils ont cherché à éliminer toutes les traces de leur suivi d'Oswald ? Pour masquer une terrible défaillance de sécurité ou pour cacher encore plus gros ? Aujourd'hui, la commission Warren. Affaire sensible, Fabrice Drouel. 24 mai 1964, Dealey Plaza, Dallas. Dans le virage entre Houston Street et Elm Street, la Lincoln présidentielle ralentit. À la fenêtre du 5e étage du dépôt de livres scolaires qui surplombe la place, un tireur s'est niché. La lunette du fusil Marlisher Carcano de Lee Harvey Oswald vise les corps immobiles assis dans la voiture. Ils ont une cible dans le dos. 3 coups, pour de faux, et on recommence. C'est comme un tournage. Et bien qu'une caméra soit placée derrière la lunette du fusil d'Oswald, ce n'est pas du cinéma pour divertir que l'on produit, mais un film pour prouver. Le quartier entier a été bouclé pour orchestrer la grande reconstitution de la scène du meurtre de JFK. Le juge Earl Warren lui-même s'est déplacé pour suivre le déroulé des événements. Et lui aussi attend, quelque part, d'être convaincu. Mais il est tellement difficile d'établir le mobile d'Oswald que l'enjeu principal se déplace. Il s'agit maintenant de prouver la faisabilité de son geste. L'agent qui manipule le fusil cherche à reproduire à l'identique les mouvements présumés de l'assassin, ceux qui sont déterminés par l'enquête du FBI suivant une logique simple. 1. L'autopsie a révélé que toutes les blessures ont été provoquées par des tirs à l'arrière. 2. 3 douilles ont été retrouvées dans le dépôt de livres. Donc, 3 balles et un seul tireur, et aucun autre, posté au 5e étage du dépôt de livres et nulle part ailleurs. On présume alors que la première balle a atteint la nuque de Kennedy, que la seconde a blessé le gouverneur Connolly, avant que la troisième ne fasse éclater le crâne du président. L'enchaînement des tirs, avec une cible mouvante à plus de 80 mètres, une lunette de visée défaillante et un gros chêne feuillu qui obstrue le champ de vision, respectent de surcroît un timing très précis. C'est le film d'Abraham Zapruder qui le dicte. Rappelez-vous, l'homme qui par hasard a enregistré toute la scène et dont le film amateur sert de modèle à la reconstitution. Bien. Mais il est muet. Il ne peut donc prouver avec certitude ni le nombre, ni la fréquence des coups de feu. Alors les agents du FBI estiment à l'aveugle
Selon le métrage du film, les 3 tirs interviennent dans un laps de temps de 5,6 secondes. Sachant qu'il faut 2 secondes et demie pour recharger le fusil, ça tient. Même les plus hardis tireurs du FBI ne parviennent pas à reproduire l'exploit d'Oswald. Mais soit, il reste plausible. Avant qu'un nouveau témoignage ne vienne compliquer encore l'équation ou permettre de la résoudre. La voiture présidentielle a tourné le coin et j'ai entendu ces 3 bruits forts. Je me suis jeté derrière le pilier en béton qui se trouve entre Main Street et Elm Street. À ce moment-là, j'ai senti quelque chose qui m'a frappé au visage. Je suis resté là et l'autre m'a regardé et m'a dit « Ouais, t'as du sang sur la joue ». Il y avait une marque très visible sur le trottoir, là où une balle avait frappé, soit un fragment de balle, soit un morceau de béton, qui a volé vers le haut et m'a griffé au visage. L'homme que vous venez d'entendre à la télévision américaine s'appelle James Tagg. Jusqu'en juillet 64, la commission Warren ignore son témoignage. Il est pourtant capital. Sa blessure, survenue après le ricochet d'un éclat de balle sur un trottoir, signifie qu'un des 3 tirs a manqué sa cible. Ce qui nous laisse plus que 2 balles pour toucher par 2 fois Kennedy et pour provoquer 3 blessures différentes sur le corps du gouverneur Connally. Ou alors, il faut admettre qu'il y a eu plus de tirs et donc plus de tireurs et donc un complot, etc., etc. La solution au problème est soufflée par Arlen Specter, conseiller de la commission, sur la base d'une observation faite par un médecin qui a pratiqué l'autopsie. Et si une seule et même balle avait percé la nuque de Kennedy, traversé le torse de Connally, frappé son poignet, puis fini dans son genou avant de ressortir comme neuve et tomber dans le brancard du gouverneur, là où elle a été découverte, oui. Une seule balle pour mettre 2 hommes à terre. La trajectoire de cette balle, que les détracteurs qualifieront de magique, confine au concours de circonstances le plus improbable. Jusque dans les années 90, on s'échine d'études balistiques en études balistiques à tenter de prouver la solidité de cette thèse. Toujours est-il qu'en septembre 1964, quand la commission remet au président Johnson son rapport, c'est bien cette théorie de la balle unique qui vient solidifier tout l'argumentaire. Le rapport de la commission Warren, chargé d'enquêter sur la mort du président Kennedy, a été remis hier au président Johnson. Monsieur Warren, président de la Cour suprême, chef de la commission d'enquête, n'a fait aucun commentaire en remettant au président Johnson ce volume épais de 10 cm. Monsieur Johnson a dit simplement « Mon Dieu, qu'il est lourd ». Le texte en sera publié le 1er octobre. Le rapport contient 888 pages, 300 000 mots, auxquels il faut ajouter 26 volumes d'annexes comprenant la retranscription de 552 témoignages, des centaines de pièces à conviction authentifiées et des rapports d'expertise en tout genre. Le rapport Warren est un monument, une cathédrale de mots, un royaume éventré de choses insignifiantes où frissonne la douleur réelle des gens, écrit joliment l'écrivain américain Don Lillo. Les conclusions du rapport, elles, sont ramassées dans une dizaine de pages du premier chapitre et sont on ne peut plus limpides. 1. Les coups de feu qui ont tué le président Kennedy et blessé le gouverneur Connally ont été tirés depuis le 6e étage, à l'angle sud-est du Texas School Book Depository. 2. Le poids de la preuve indique qu'il y a eu 3 coups de feu. Des preuves très convaincantes fournies par les experts indiquent que la balle qui a transpercé la gorge du président a également blessé le gouverneur Connally. 3. Les coups de feu qui ont tué le président Kennedy et blessé le gouverneur Connally ont été tirés par Lee Harvey Oswald. 4. Oswald a tué le policier J.D. Tippit de la police de Dallas environ 45 minutes après l'assassinat. 5. La commission n'a trouvé aucune preuve que Lee Harvey Oswald ou Jack Ruby aient fait partie d'une quelconque conspiration, nationale ou étrangère, visant à assassiner le président Kennedy. 6. Tout au long de son enquête, la commission n'a trouvé aucune preuve de conspiration, de subversion ou de déloyauté envers le gouvernement américain de la part d'un fonctionnaire fédéral, d'un État ou d'une collectivité locale. 7. Sur la base des preuves dont elle dispose, la commission conclut qu'Oswald a agi seul. Voilà, circulez. En préambule, la commission devance aussi toutes les critiques qui ne manqueront pas d'être émises. Alors évidemment, si Oswald était vivant, les choses auraient été faites dans l'ordre. Il aurait été déféré devant un juge et un jury.
Il aurait été présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit démontrée. Mais Oswald est mort. Et l'enquête de la commission, si vaste et tentaculaire qu'elle ait été, a avancé dans le brouillard et à rebours, cherchant autant à prouver les faits qu'à démontrer toutes les rumeurs et allégations essaimées dans la presse. De fait, dans cette histoire, la vérité s'impose par soustraction, par absence de preuves. Rien en effet ne peut prouver qu'Oswald et Ruby se connaissaient. Rien ne peut démontrer l'implication d'autres protagonistes. Rien ne peut étayer la thèse d'un complot intérieur ou extérieur. Rien. Sur France Inter, dès les premiers éléments contenus dans le rapport et rendus publics, la rhétorique du rapport Warren fait mouche. Aux États-Unis, depuis 24 heures, il n'est question, que ce soit dans la presse, à la radio ou à la télévision, il n'est question que du fameux rapport Warren. C'est ce que nous dit Jacques Salbert depuis New York. D'une façon générale, les Américains rendent hommage au travail méticuleux entrepris par la Commission et acceptent sans discuter les conclusions de ce rapport. Jusqu'à maintenant, aucune polémique sérieuse ne s'est encore engagée aux États-Unis sur les conclusions du rapport Warren. Et les Américains espèrent fermement que ce rapport mettra un point final à toutes les hypothèses formulées par de nombreux journalistes généralement étrangers. Pour eux, les Américains, c'est très simple. Aucune preuve ne permet d'affirmer que Lee Oswald et Ruby se connaissaient, et les deux assassinats, celui du président Kennedy et celui de Lee Oswald, sont le fait de deux excités agissant à titre individuel. Il n'y a pas eu complot. Bien préparé par un jeu savant de fuite orchestrée, l'ensemble des principaux médias américains plébiscitent les conclusions du rapport dès le lendemain de sa publication. 26 volumes de pièces à conviction publiés. Alors, dans ce magma d'informations, chacun va trouver de quoi nourrir sa réflexion. À vrai dire, dès le mois de septembre 64, les premières remises en cause fusent en Europe. Un éminent philosophe britannique, Bertrand Russell, publie alors 16 questions sur l'assassinat, interrogeant l'honnêteté du travail de la commission. Il avance même un parallèle pour le moins éloquent. En fait, au style, il faut poser ici exactement la même question que celle qui a été posée en France lors de l'affaire Dreyfus. Si le gouvernement est si sûr de son fait, pourquoi a-t-il mené toutes ces enquêtes dans le plus grand secret ? Son argumentaire découle en vérité de réflexions que lui a soufflé un certain Mark Lane, l'avocat de Marguerite Oswald, la mère du suspect, persuadé que son fils est un agent de la CIA. Mark Lane est surtout l'un des plus vigoureux pourfendeurs de la thèse officielle aux États-Unis, et il diffuse ses arguments à travers un réseau de chercheurs indépendants. En France, en 1965, le journaliste du Figaro Léo Sauvage fait paraître par exemple l'affaire Oswald. 24 chapitres construits comme un véritable réquisitoire, soulignant les manquements de la commission et mettant en exergue nombre d'éléments passés sous silence. Sur France Inter, il s'explique. Je crois que j'ai cherché surtout à prouver que justice n'a pas été faite dans ce cas-là à l'égard d'Oswald et que donc justice n'a pas été faite à l'égard du président Kennedy. Parce que les preuves données, les soi-disant preuves données pour dire que Oswald est coupable me paraissent absolument insoutenables, ne sont pas suffisantes. Et je pense qu'ils n'ont pas tenu à avoir certaines réponses, qu'ils ont préféré se contenter de ce qu'on leur disait parce que ça arrangeait leur cause. D'une manière générale, le défaut principal de la commission Warren est qu'elle a conçu que sa tâche n'était pas d'établir la vérité, mais de prouver Oswald coupable. À certains moments, quand on lit les 26 volumes, on a envie vraiment de sauter dans la brèche, parce qu'on se dit, mais voyons, il y a telle question qui s'impose, mais personne n'a posé cette question-là. Sauvage met ainsi en avant des témoignages volontairement oubliés par le rapport Warren dans ses conclusions, soulignant la présence inexpliquée d'éléments intrigants. Des faux Oswald qui sillonnent le Texas quelques jours avant le meurtre, des os de poulet à la fenêtre du 6e étage, ou encore un mystérieux Frenchie ou l'homme au parapluie. Dans les mois qui suivent la publication du rapport, la scène de meurtre de Dealey Plaza se peuple d'ombres, voire de fantômes. Face au déluge de critiques, les membres de la commission défendent leur travail, à commencer par Allen Dulles, l'ancien chef de la CIA, en français, sur l'antenne de France Inter. Je vous assure que les récentes attaques contre la Warren Commission, dont j'ai été membre, n'ont apporté aucune information nouvelle, ni rien qui puisse raisonnablement jeter en doute sur les données ou conclusions de ce rapport.
Mais la graine du soupçon est plantée. Aux États-Unis, l'avocat Mark Lane fait paraître en 1966 son brûlot Rush to Judgment, qui deviendra même un film. La même année, un jeune juriste, Edward Epstein, signe un ouvrage intitulé Inquest, attaquant ouvertement la méthode de la commission Warren, qui aurait choisi les témoignages qui l'arrangeaient et écarté ceux qui lui posaient problème. À l'occasion de la sortie du livre d'Epstein, les journalistes de l'ORTF reviennent fouler la Dealey Plaza pour rejouer le film encore et encore. C'est pourquoi ce livre, écrit par Edward J. Epstein, fait l'effet actuellement d'un véritable pavé dans la mare. En effet, ce jeune étudiant américain étudie surtout les méthodes de travail de la commission Warren et s'aperçoit que les travaux de cette commission ont été faits de façon bien superficielle et que d'autre part, la commission a agi sous une pression politique indiscutable dans le but évident de calmer les esprits et de rassurer l'opinion publique. Or, le hasard veut qu'au même moment, à Dallas, on reparle également de Jacques Ruby. Nous sommes arrivés à Dallas pour assister à une audience imposée par la Cour d'appel du Texas afin de déterminer si Jacques Ruby est sain d'esprit ou si au contraire il doit être considéré comme un aliéné qui mérite d'être interné. Et nous l'avons retrouvé quittant sa prison très entouré par les policiers texans, un peu grossi peut-être, un peu plus chauve, mais toujours très semblable à lui-même. Tiens, on l'avait presque oublié, ce cher monsieur Ruby. Et pour cause, l'homme s'est fait peu disert depuis des mois qu'il croupit dans le couloir de la mort. Lors de son procès à Dallas, très médiatisé, le fanfaron Ruby n'a pas dit mot, laissant ses avocats plaider. Une crise d'épilepsie, sans succès. Il est condamné à mort en mars 64 pour le meurtre en solitaire d'Oswald, sans que pour autant ne soit établi ni seulement recherché la moindre connexion entre Ruby et de potentiels conspirateurs. Non. C'est comme s'il avait été jugé pour un meurtre comme un autre, comme s'il n'était pas l'assassin de l'assassin. Quand il a été interrogé par la commission Warren à l'été 64, il avait insisté pour être rapatrié à Washington, arguant ne pas pouvoir parler librement au Texas. Refus de la commission. Mais que voulait-il révéler? Ses liens avec la mafia? Son rôle? Éliminer Oswald pour l'empêcher de révéler un complot de vaste ampleur? Peut-être. Ou simplement aurait-il confirmé qu'il a agi sur un coup de tête pour venger Kennedy, ou pour sauver le peuple juif d'un complot. C'est que ces voix intérieures se font de plus en plus insistantes. Oui, Jacques Ruby en prison se mue en Jacques d'Arc, le voilà fou, la belle affaire. Une journaliste, Dorothy Kilgallen, bien connue pour avoir révélé la liaison entre Kennedy et Marilyn Monroe, a semble-t-il réussi à faire parler Ruby. Elle s'est entretenue avec lui dans sa cellule avant qu'il ne perde l'esprit. Elle promet un ouvrage avec des révélations fracassantes. Mais elle est retrouvée morte dans son appartement en novembre 65. Un an plus tard, le jugement de Ruby est cassé. Un nouveau procès est attendu, une nouvelle fenêtre pour connaître enfin la vérité. Mais en 2 mois, la santé mentale, puis la santé tout court de Ruby se détériore. Il meurt en janvier 67 d'un cancer foudroyant. Décidément, dans cette histoire, il n'y a qu'une seule vérité qui tienne, celle de la commission Warren. Les autres théories ne vont pas trop s'en approcher. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. L'assassinat de John Kennedy, aujourd'hui la commission Warren, dont nous parlons avec notre invité, Gorion Delpatuр. Bonjour. Bonjour Fabrice, bonjour à tous. Journaliste à la RTBF, vous êtes un grand connaisseur de l'affaire Kennedy et de ses différentes théories du complot. Vous avez consacré une enquête très minutieuse sur le sujet dans le documentaire intitulé Kennedy, pourquoi toujours un mystère? C'était en 2009. Alors, rappelons le postulat de la commission Warren, clairement exprimé par le procureur adjoint de la même commission, Nicolas Katzenbach. Dans son mémo, il précise, et je le rappelle, le public doit être convaincu qu'Oswald est l'assassin, qu'il n'a pas eu de complice encore en liberté. Pour ouvrir les vannes du complotisme, on ne fait pas mieux. Non, c'est vrai qu'on ne fait pas mieux parce que ça paraît évidemment suspect. Ça donne l'impression que ces gens ont voulu obliger le public à croire qu'Oswald était le seul et unique coupable de l'assassinat de Kennedy. Mais il faut bien réfléchir à plusieurs éléments. D'abord, ils ont peut-être dit ça tout simplement parce qu'ils le croyaient. Tous les faits disponibles à l'époque indiquent qu'effectivement Oswald est le seul coupable. Il travaillait là d'où les tirs ont été tirés. On l'a vu à la fenêtre avec un fusil. On a retrouvé son fusil avec ses empreintes. Il est le seul employé du dépôt de livres scolaires qui ait quitté les lieux
lieu juste après les tirs. Tous les autres employés sont restés sur place, évidemment, paralysés par ce qui venait de se passer. C'est le seul qui s'en va. On sait qu'il va tuer un policier après dans la rue, on va le voir. On va le retrouver armé dans un cinéma. Il va se débattre lors de son arrestation. Il va mentir lors de son interrogatoire. Et puis, évidemment, malheureusement surtout, il est abattu par Jack Ruby 2 jours plus tard. Et donc, il n'est pas passé aux aveux. Il n'y aura pas de procès et donc pas de vérité judiciaire. Mais tous les éléments sont là. Donc, quand on commence à réfléchir à l'assassinat et au fait qu'il faut raconter une histoire au public, une histoire vraie, eh bien les gens décident qu'effectivement c'est Oswald qui doit être désigné comme le coupable. Et puis il y a aussi le contexte international. Nous sommes en pleine guerre froide. Et pour la petite histoire, quand je me suis rendu à Dallas, pour réaliser mon documentaire, il y a quelques années, j'ai visité les lieux du tir. Le dépôt de livres scolaires du Texas est devenu un musée, le Sixth Floor Museum. Nous, on parle du 5e étage. Aux États-Unis, c'est le 6e, mais chez nous, c'est le 5e. Eh bien, c'est devenu un musée de l'assassinat et j'ai pu rencontrer le conservateur du musée à l'époque. Il s'appelle Gary Mack et il me racontait, Gary Mack, qu'il avait reçu un jour la visite de Mikhail Gorbatchev. Et Mikhail Gorbatchev, au moment des tirs sur Dealey Plaza, il venait d'entrer au KGB. Et quand les Russes ont appris qu'on venait de tirer sur Kennedy et que celui qui avait tiré, celui qui était suspecté des tirs, avait passé 2 ans en Russie, ils ont cru que le cataclysme nucléaire allait commencer. Parce que, évidemment, pour eux, les Russes, même s'ils étaient sûrs de n'avoir rien à voir avec Lee Harvey Oswald, le fait qu'un tireur, un jeune tireur, ait passé 2 ans en Russie, tue le président des États-Unis, évidemment, tout le monde va imaginer qu'il y a un complot russe derrière et la guerre nucléaire va commencer. Et donc, voilà le contexte dans lequel les gens qui créent la commission ont envie, évidemment, de dire au public américain, c'est Oswald, soyez rassurés, si on veut. Ça n'est que lui, et ne voyez pas là derrière un complot international qui pourrait mener à un cataclysme nucléaire. Alors, résumons pour nos auditeurs, parce que c'est quand même compliqué tout ça. En gros, il y a ceux qui estiment que l'assassinat de Kennedy ne peut pas être l'œuvre d'un seul homme, surtout un déclassé comme Oswald, qu'il y a forcément plus puissant derrière, avec de bonnes raisons, la mafia que combattait Bob Kennedy, la CIA humiliée avec la baie des cochons, la droite anticommuniste qui reproche à John Kennedy sa politique de détente avec l'URSS. Voilà, autant de bonnes raisons de se débarrasser de ce président-là. Et puis, il y a ceux qui croient aux tireurs isolés, à la recherche d'un coup d'éclat, dans un Dallas qui n'a pas fait beaucoup d'efforts pour protéger le cortège présidentiel, et d'un autre mégalo, en quête lui aussi d'un coup d'éclat, Jack Ruby. Pourquoi pas? De quel côté penchez-vous? Eh bien moi, j'ai longtemps cru qu'il y avait un gigantesque complot là derrière. Quand j'étais adolescent, j'ai vu le film d'Oliver Stone, un JFK, que je trouvais passionnant, qui est une excellente fiction, mais qui est un pot pourri des théories du complot. Mais moi, quand je l'ai vu, j'ai cru que c'était presque du documentaire, du reportage. Et donc, j'y ai cru. Et puis, j'ai lu pas mal de bouquins, des bouquins écrits par des journalistes. Je me souviens notamment d'Autopsie d'un crime d'État, d'un journaliste français qui s'appelle William Raymond, et qui racontait qu'il y avait eu des échanges de cadavres, plusieurs Oswald, plusieurs Kennedy. Et j'ai cru absolument à tout ce que j'ai lu, d'autant qu'à l'époque, je voulais devenir journaliste moi-même et donc je croyais ce que les journalistes me disaient. Et puis, j'ai lu beaucoup de livres. J'ai lu des livres en anglais. Je me suis rendu compte que souvent les citations des livres français n'étaient pas justes, qu'on reprenait d'autres livres anglais qui eux-mêmes n'étaient pas forcément tout à fait crédibles. Et puis, des années après, tout en croyant encore à un complot dans cette histoire, parce que les complots, c'est passionnant et on aime croire à des histoires complexes plutôt qu'à des histoires toutes simples, eh bien, la RTBF m'a confié la réalisation d'un reportage sur l'assassinat de Kennedy. C'était en 2009. Et alors là, j'ai pu faire ce qu'un bon journaliste devrait faire quand il s'intéresse à une affaire comme celle-là, mais il n'en a pas toujours forcément le temps. J'ai tout relu. Donc j'ai relu plusieurs fois le rapport de la commission Warren en anglais. J'ai relu le rapport de la 2e commission, parce qu'il y en a eu une 2e à la fin des années 70. J'ai tout relu en anglais et je suis allé sur place. Et j'ai pu confronter ce que les rapports disaient à ce que les autres livres complotistes allaient tirer dedans. Et j'ai pu confronter ce que les rapports racontaient à la réalité du terrain, à cette toute petite place qu'est Dealey Plaza. J'ai pu confronter les témoignages à ce qu'on a fait des témoignages dans les livres complotistes et j'ai pu constater qu'en fait souvent les livres complotistes racontent n'importe quoi, sélectionnent la vérité qui les intéresse, sélectionnent le détail un peu trouble qui existe effectivement dans le rapport de la commission Warren. Le rapport fait 888 pages, vous l'avez très bien raconté, il y a 26 volumes de preuves publiés par la commission Warren. Évidemment, si vous cherchez dans ces documents, vous allez finir par trouver, mais comme dans n'importe quelle enquête criminelle, des petites choses qui ne vont pas, parce que c'est juste la vie. L'histoire, elle est faite de petits détails qui ne fonctionnent pas. Et si vous amplifiez un petit détail, si vous mettez l'accent dessus, vous allez peut-être trouver quelque chose qui ne va pas. Mais en analysant tout ça, en relisant tout, et en allant sur place, en faisant ce documentaire, j'ai changé de camp, si je peux dire. Et aujourd'hui, je suis convaincu à 150% que Lee Harvey Oswald est bien le seul tireur ce jour-là sur Dealey Plaza. Alors, le danger des théories du complot, c'est qu'on va vers une fausse vérité, mais avec un raisonnement qui tient debout. C'est ça le problème. Alors, je ne vais pas me faire l'avocat du diable, mais dans cette histoire,
l'histoire, il y a quand même cette balle dite magique. Est-ce que vous pouvez nous raconter, non pas la trajectoire de balle, mais la trajectoire de cette théorie qui estime qu'un seul projectile a frappé 2 hommes, autrement dit Kennedy et Connally? Eh bien, au début, les affaires semblent extrêmement simples. On a entendu 3 coups de feu. En tout cas, la majorité des témoins ont entendu 3 coups de feu en venant du dépôt de livres scolaires. Et à l'endroit d'où les tirs sont venus, on a trouvé 3 douilles. Donc, c'est facile. Tout va bien. 3 tirs, 3 douilles. En plus, il y a 3 blessures. John Fitzgerald Kennedy est blessé au cou, et puis à la tête. Et puis, le gouverneur Connally, qui est assis juste devant dans la Lincoln présidentielle, est touché aussi. Donc, 3 coups de feu, 3 douilles, 3 blessures. Tout va bien. Sauf que débarque le film de Zapruder. Et le film de Zapruder montre quelque chose de bizarre. Un temps de réaction très très court entre le moment où Kennedy est blessé dans le cou et le moment où Connally est blessé juste devant lui. Et ça, c'est impossible pour un tireur de tirer 2 fois. Une fois sur Kennedy et une fois sur Connally, quelques microsecondes juste après. Alors, problème, est-ce qu'il y a un deuxième tireur que personne n'a vraiment vu, que personne n'a entendu, dont on ne trouve pas de balle, ou alors une balle aurait pu blesser les 2 personnes? Et ça, c'est pas tout à fait impossible. Si vous imaginez qu'une balle vient de l'arrière, derrière Kennedy en hauteur, traverse son cou, la balle, c'est une balle de calibre 6,5. Lee Harvey Oswald utilisait un fusil de guerre italien, un vieux fusil de guerre, mais un fusil de guerre quand même, un Mannlicher Carcano. Ces balles sont très puissantes. Elles peuvent tout à fait traverser un corps mou, comme le cou du président Kennedy. Et une fois que la balle est sortie du cou, elle continue tout droit, évidemment. Et qui est assis tout droit en contrebas? Le gouverneur Connally, qui est traversé de part en part par cette balle. Mais en fait, finalement, c'est assez logique, parce que si vous imaginez la scène, la balle qui traverse le cou de Kennedy doit bien aller quelque part. Et si vous n'imaginez pas cette scène, il faut encore expliquer comment les blessures de Connally ont pu être produites, parce qu'elles ont aussi alors été produites par des balles. Mais où sont allées ces balles? La seule solution logique, c'est cette balle unique qui traverse le cou de Kennedy et qui blesse le gouverneur Connally assis juste devant. Alors, il y a aussi une histoire d'autopsie que nous n'avons pas abordée dans le récit. La commission ne travaille pas avec les photos directes de l'examen post-mortem, mais avec des reconstitutions graphiques de ces photos. Pourquoi ? Oui, simplement pour préserver le public et la famille Kennedy. Il faut savoir que quand l'autopsie est réalisée, l'autopsie n'a pas été bâclée, mais elle a été rapide parce que la famille Kennedy, catholique, ne voulait pas qu'on abîme le corps. Puis dans le rapport, les membres de la commission ont eu évidemment un accès aux photos de l'autopsie. Et donc Earl Warren a considéré que non seulement il n'était pas nécessaire de montrer ces photos dans le rapport, mais on va quand même montrer des dessins. Et donc effectivement, on a demandé à des artistes de dessiner des images d'autopsie avec des trajectoires de balles. Alors il se fait que ces dessins ne sont pas particulièrement précis parce qu'ils ont été réalisés après par des dessinateurs en fonction de rapports d'autopsie. C'est pas un travail facile, mais ces photos, elles existent aux archives nationales, elles ne sont pas cachées. Et tous les spécialistes d'autopsie, donc Fabrice, pas vous et moi, mais tous les spécialistes, tous les médecins, tous les scientifiques qui ont pu les analyser aux archives nationales à Washington ont constaté que la commission Warren avait raison et que les trajectoires de balles sont bien celles que la commission décrit dans son rapport. J'allais vous poser la question que je pose à d'autres invités dans cette série. Kennedy, pensez-vous que nous aurons un jour le fin mot de l'histoire? Mais finalement, on l'a, le fin mot de l'histoire. On l'a déjà. Vous savez, quand le rapport est sorti en 1964, 68,4% des Américains étaient d'accord avec les conclusions du rapport Warren. Et puis, au fil du temps, vous l'avez dit, des livres sont parus, souvent des livres complotistes, plus évidemment le film JFK d'Oliver Stone, et puis d'autres documentaires, ont fait basculer l'opinion publique. Et puis, c'est vrai c'est William Manchester, un historien qui a travaillé pour la famille Kennedy, qui a le mieux expliqué le phénomène. Il est très compliqué d'imaginer qu'un paysan puisse abattre un roi, qu'un nul comme Lee Harvey Oswald puisse abattre quelqu'un d'aussi puissant que le président Kennedy. Et ça, dans l'esprit des gens, ça ne colle pas. Il faut équilibrer la balance. Si l'homme le plus puissant du monde est abattu, c'est parce qu'il a été abattu par une force aussi puissante que lui. Et donc un complot gigantesque. Bien, ce sera le mot de la fin, c'est parfait. Dorian Delpâture, merci. Je rappelle le titre de votre documentaire Kennedy, pourquoi toujours un mystère, documentaire diffusé en 2009. Merci, au revoir. C'était Affaires sensibles aujourd'hui, l'assassinat de John Kennedy, la commission Warren, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Raphaël Rousseau.